Bienvenue dans les coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis Laura du blog de voyage Les Globe Blogueurs. Toi aussi tu as envie de voyager de manière plus responsable, d'organiser tes escapades facilement et dénicher des initiatives originales? Si la réponse est oui, alors tu es au bon endroit. Chacun de mes épisodes est un concentré de bonnes astuces pour t'aider à planifier tes prochains voyages durables. Hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je suis surexcitée encore une fois car je poursuis ma série d'épisodes sur les voyages alternatifs. Alors, je vous ai parlé la dernière fois du voyage en stop avec Astrid. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, c'est le moment parce que j'ai eu de très très bons retours des auditrices. Cette semaine, on va parler d'un mode de transport très très doux qui est le kayak. J'ai en effet invité Céline à mon micro. Donc Céline, c'est une voyageuse qui aime prendre son temps. Elle raconte ses voyages lents sur son blog Voyage d'une plume avec une extrême poésie, j'adore la lire. Et avec le temps, elle a acquis plusieurs expériences assez originales de voyages itinérants au long cours en kayak. À mon micro, elle a partagé avec beaucoup d'humilité ses anecdotes et ses conseils pour que vous aussi vous ayez envie de vous jeter à l'eau. On a d'ailleurs tellement discuté que j'ai choisi de découper cet épisode en deux parties. La première partie que vous êtes en train d'écouter est dédiée à son voyage de 1000 km le long de la Loire à coups de pagaie. Dans le second, elle nous parlera d'une autre expérience tout aussi fabuleuse de voyage en kayak. Belle écoute! Salut Céline! Salut Laura! Ça va bien? Très bien, et toi? Ça va bien. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast parce que ça fait longtemps que je suis tes aventures, que je te lis. Et c'est la première fois qu'on se parle, donc c'est assez étrange et en même temps, ça me fait hyper plaisir. Donc voilà, j'ai hâte de faire cet enregistrement. Bah pareil. Parmi toutes les aventures que j'ai suivies sur ton blog, il y en a une particulièrement qui m'a pas mal intéressée et qui est en lien avec le sujet d'aujourd'hui, c'est ton voyage sur la Loire en canoë. Alors ma première question, ce serait déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie, un jour là, comme ça, de faire des kilomètres et des kilomètres, de faire des semaines de voyage entièrement en canoë? Alors la réponse est très simple, c'est l'amitié. En fait, l'idée, elle n'est pas venue de moi. Moi, je suis une très bonne suiveuse. J'ai beaucoup d'idées bêtes, ou d'idées originales, on va dire. Mais celle-là, elle est venue d'une amie qui, pendant le premier confinement, était bloquée dans le sud. Et à la fin du confinement, elle a voulu rentrer chez elle à Brest. Et en fait, elle s'est aperçue que les billets de train étaient très chers. Elle voulait pas prendre l'avion. Elle a regardé la carte de France. Et du coup, elle s'est quand même aperçue qu'on avait un fleuve qui traverse une grande partie de la France, la Loire. Et ensuite, de Nantes à Brest, il y a le canal. Donc en fait, tout se goupillait, quoi. Quand on regarde la carte de France, t'es dans le sud, tu vas aller en Bretagne, il y a un chemin tout tracé à travers les voies navigables. La seule solution qui restait, à ses yeux, c'était de traverser la France en kayak. Elle m'a proposé qu'on le fasse à deux, et moi, j'ai suivi. Et ensemble, on a traversé du coup la France en kayak. C'était une route naturelle, mais il fallait quand même penser à l'emprunter. C'était pas forcément évident. Ton ami et toi, vous aviez déjà fait du canoë-kayak ou pas du tout? On en a fait une fois chacune ou deux. Je pense qu'à nous deux, on devait cumuler 30 km d'expérience en kayak. D'accord. On en avait fait chacune de notre côté quand on était ado, en sortie touristique en fait. Enfin, ce qu'on peut faire dans les gorges du Tarn ou les gorges de l'Hérault. Et donc non, on savait rien en fait du kayak. On savait rien sur la réglementation en France sur les voies navigables. On savait rien, on savait juste qu'il fallait aller à Brest et qu'on voulait y aller en kayak. On a fait plus de 1000 km. Okay. On est parti de Roanne à côté de Lyon et on a été donc jusqu'à Nantes via la Loire et ensuite le canal de Nantes à Brest. À la base, j'étais au Chili et avec l'histoire de la pandémie et du confinement, je suis rentrée en France. Et en fait, entre la fin du confinement et des restrictions de déplacement
Et le jour du départ, il y a eu 3 jours, je pense. Donc ça a été très vite, en fait. On a acheté le kayak, on a acheté les pagaies, très important. En fait, le projet, il s'est concrétisé en moins d'1 semaine, quoi. Même si vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour organiser les choses, par quelles étapes vous êtes passé pour concrétiser ce projet? Parce que j'imagine qu'il suffit pas juste d'avoir un kayak et puis une rame. On a cherché des informations, surtout sur Internet. On s'est aperçu qu'il y en avait pas énormément. La Loire, c'est un fleuve qui est très pratiqué en canoë-kayak, pas forcément sur toute sa distance, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui font du kayak sur la Loire. Et du coup, on a cherché les informations principales, genre savoir si on allait traverser régulièrement des villages pour acheter la nourriture et faire le plein d'eau, savoir s'il y avait des obstacles, par exemple les centrales nucléaires. Et ensuite, on a acheté un livre, le seul livre qui existe sur la traversée de la Loire en kayak, qui s'appelle La Loire vue du fleuve. En fait, on est un peu parti quand même sans trop savoir vers quoi on allait, parce que les informations qu'il y avait sur Internet, elles n'étaient pas ultra nombreuses. Le livre, on l'a reçu après notre départ, donc en fait, il nous a servi à rien. Et voilà, enfin, on a vu qu'il n'y avait pas d'interdiction. Et en fait, c'était le principal, quoi. Il n'y avait pas d'interdiction, on allait passer par des villes et des villages, et on savait juste qu'il fallait faire attention aux centrales nucléaires. On l'a pas dit, mais vous êtes partis donc en kayak, mais l'idée c'était aussi de bivouaquer. Donc il y avait aussi cette partie quand même bivouac qui était à prendre en compte aussi dans l'organisation. Surtout que sur un kayak, on peut pas non plus se charger trop, j'imagine. C'est ça. Après, on est toutes les deux adeptes du voyage minimaliste. Du coup, on a l'habitude de bivouaquer, on a l'habitude de partir avec très peu d'affaires. Ce qui pesait le plus lourd sur le kayak, c'était la nourriture. On savait qu'en fait, en étant sur la Loire, on n'aurait pas forcément accès à des campings. En fait, on gère pas forcément les distances de la même manière à pied, à vélo ou en kayak. En kayak, on peut se retrouver dans des endroits à côté de terrains vagues, par exemple, de friches ou de forêt. Et la route, elle est à 4 km et on ne peut pas se permettre, enfin c'est lourd. On a un kayak gonflable premier prix, donc qui est quand même très lourd. Et on n'aurait pas pu porter nos affaires plus le kayak après toute une journée de pagaie pour marcher 4 km, pour potentiellement faire du stop, pour atteindre peut-être un camping. Pour un trajet aussi long, ça aurait demandé vraiment énormément d'organisation, de prévoir chaque étape bien comme il faut, et c'était pas forcément possible, surtout que on sortait du coup du confinement, donc les campings n'étaient pas forcément ouverts à ce moment-là. Puis en fait, le bivouac, c'est quand même de la liberté. Ça permet de s'arrêter sur une plage, par exemple, qu'on trouve belle, où on sait qu'il va y avoir un beau coucher de soleil, parce que le ciel commence à être beau. Ben, on peut se poser là et on a le temps pour monter la tente. Ou alors, si on n'a juste pas envie de pagayer toute la journée, on peut s'arrêter plus tôt. Oui, puis en plus, comme vous aviez jamais fait de grandes distances en kayak, j'imagine que vous saviez pas non plus sur quel nombre de kilomètres tabler par jour. Bah, c'est exactement ça. Surtout que la Loire, elle a beaucoup de bancs de sable. Donc en fait, il y a des fois où on pouvait pas trop avancer à cause des bancs de sable. Enfin, il fallait descendre du kayak, tirer le kayak. On faisait de la rando dans l'eau, en fait. Et en plus, en kayak, on est vachement soumis aux conditions météorologiques aussi. Il y a eu une crue pendant notre voyage. Bah là, du coup, on a dû se poser dans un camping parce que c'était dangereux de camper à côté d'un fleuve, en fait, dont le niveau monte. Et à ce moment-là, on a dû pagayer moins parce que ça pouvait être dangereux aussi à cause des troncs d'arbres ou des branchages qui pouvaient potentiellement percer le kayak. Comment vous avez géré un peu ces aléas météorologiques et puis ce caractère un peu imprévisible de la Loire? La Loire, elle est réputée dangereuse, surtout pour les baigneurs, en fait, parce qu'il y a des courants qui peuvent te tirer dans le fond. Quand tu es sur l'eau, c'est pas si dangereux que ça, en fait. On avait tout le temps nos gilets de sauvetage, enfin d'aide à la flottabilité, au cas où il y en a une des deux qui tombe à l'eau et justement il y a des courants qui nous empêchent de nager et de rejoindre la rive ou le kayak. Pour les conditions météorologiques, moi qui suis un peu une flippette quand même en voyage, je regardais tous les jours le site Vigicru. C'est un site sur lequel en fait sont répertoriés tous les fleuves et rivières de France et où on peut voir en fait les alertes de crue pour chaque fleuve ou chaque rivière. Quand en fait on a reçu des messages de nos amis ou de notre famille qui nous a dit qu'il y avait beaucoup de pluie au niveau du Puy-en-Velay, donc pas loin de la source de la Loire. En regardant Vigicru, on s'est aperçu qu'elle allait monter de tant de niveaux là où nous on était. Donc c'est un outil quand même super pratique. Et après, pour la météo, on n'a pas eu de chance. Il y a eu énormément de pluie. Et en fait, on se disait, on est sur l'eau, on peut aussi être sous l'eau. Enfin, on n'allait pas s'arrêter parce qu'il pleuvait. C'était pas vraiment concevable pour nous. On voulait continuer d'avancer. C'est embêtant, mais c'est pas dangereux en fait de faire du kayak sous de la pluie normale, quoi. On est trempé toute la journée, on se couche trempé et on se relève trempé le lendemain, quoi.
Bon, après, on s'est fait quelques frayeurs. Hein. Bon, déjà, on a navigué un moment quand il y avait la crue. On a justement vu une voiture qui était sous l'eau au moment de la crue. On s'est rapproché de la voiture voir s'il n'y avait pas quelqu'un dedans. Donc en fait, au moment où on avance, on se dit bon, on espère qu'il n'y a aucun corps, enfin personne n'est resté bloqué dans cette voiture, quoi. Et donc on est en kayak, on approche de la voiture, on voit qu'il n'y a personne, c'est bon, on appelle quand même les gendarmes. Et là, faut expliquer aux gendarmes qu'on est sur la Loire, en crue, en kayak, et qu'on est à côté d'une voiture. Mon ami leur parlait, moi je pagayais, j'essayais de rester un peu dans le sens de la navigation. Et on s'est pris le seul banc de sable qui restait sur la Loire, en fait. Et donc on est resté bloqué sur un banc de sable pendant que la Loire continuait de monter, quoi. Donc en fait, c'était quand même assez drôle. Mais les gendarmes, ouais, ils ont eu un peu de... Je pense qu'ils se sont demandé ce qui se passait et si c'était pas du gros n'importe quoi. Lors de notre discussion, j'ai beaucoup aimé la simplicité et la décontraction avec laquelle Céline aborde les difficultés qu'elle a pu rencontrer durant cette traversée. Vous allez le voir, quand on navigue sur un fleuve ou une rivière, il y a quelques passages insolites. Mais ne vous inquiétez pas, Céline nous donne toutes les clés pour les passer sans embûches. Au moment des centrales nucléaires, donc elles sont quand même bien indiquées, là il y a plusieurs options. Soit il faut sortir de l'eau et continuer à pied pour contourner la centrale. Soit il y a des passages en fait exprès pour les canoës, des sortes de toboggans, donc ça c'est assez chouette. Et sinon, pour certaines centrales, comme celle de Chinon, on peut passer sans aucun souci. Mais pour ça en fait, il faut se renseigner avant. Et comme je disais, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations. Par exemple, pour la centrale de Chinon, on a perdu énormément de temps. On est resté bloqué un petit moment avant parce qu'il y avait plusieurs signalétiques et on comprenait pas tous les panneaux. Enfin, en gros, les panneaux, ils nous disaient interdit d'avancer, passer à gauche, c'était n'importe quoi. Et là, on a appelé carrément la centrale nucléaire de Chinon pour savoir si on avait le droit de passer. Ils nous ont dit que c'était à nos risques et périls. On a appelé l'office de tourisme de Chinon pour savoir si on a le droit de passer. La personne ne savait pas, elle n'a pas pris de risque, elle nous a dit c'est complètement interdit de naviguer sur la Loire. Et en fait, on est passé, il n'y avait aucun souci. Enfin, les personnes, ni de la centrale, ni de l'office de tourisme, ne sont habituées à ce genre de questions. Et du coup, c'est des informations qu'on ne trouve pas. Et cette partie-là, elle est pas très fréquentée en fait par les kayaks apparemment. Là, c'était vraiment le seul endroit où on a vraiment eu du mal. En plus, on voyait pas par où on pouvait sortir de l'eau. Il n'y avait pas d'accotement possible où on aurait pu sortir et continuer à pied. Et à côté de ça, on savait pas si en fait on allait se retrouver dans un énorme barrage qui aurait pu nous coûter la vie en fait. Enfin, c'est ça qui est dangereux au niveau des centrales nucléaires, c'est qu'il y a des barrages, des retenues d'eau, et en fait ça entraîne et après on peut plus sortir, quoi. Je pense que c'est quand même important de parler des centrales nucléaires parce que ça peut être un potentiel danger. Il faut pas faire n'importe quoi. Quand il y a un panneau interdiction, on n'y va pas. Mais sinon, c'est pas dangereux. À aucun moment on s'est dit qu'on risquait notre vie à être là, alors qu'on était des débutantes et on sentait que ça allait en fait. C'est pas dangereux en soi, quoi. Après la Loire, on a pris le canal de Nantes à Brest. Et c'est un canal où il y a plus de 200 écluses. Du coup, c'est bien de se renseigner avant. Le canal traverse différents départements. Dans certains départements, on peut se faire écluser, c'est-à-dire être comme un bateau. Là, il y a un éclusier ou une éclusière qui sort de sa petite maison et qui nous fait passer, en fait, sans qu'on ait besoin de sortir du kayak. Dans d'autres départements, on n'a pas le droit de se faire écluser. Il faut à chaque fois qu'on sorte de l'eau, qu'on traverse à pied et qu'on se remette dans l'eau après l'écluse. Et dans d'autres départements encore, là, il y a des toboggans à kayak. Les toboggans, en fait, c'est quand même assez impressionnant. T'es au-dessus, et là, tu vois que ça pique vers le bas. Et en fait, il faut quand même te laisser entraîner. Et j'y ai pris goût, et dès qu'il y avait un toboggan, j'étais comme une gamine, je trouvais ça trop bien. Mais c'est vrai que ça peut faire un peu peur, quoi. Alors maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur ce premier voyage en kayak le long de la Loire, quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui aurait envie de se lancer comme ça dans un voyage itinérant en kayak? La première des choses, ce serait de se renseigner sur le parcours choisi, en fait. Par exemple, sur la Loire. La fin de la Loire, en fait, c'est la Loire maritime. Le fleuve subit les influences des marées, donc faut pas y aller aux horaires de la marée montante, par exemple. Parce que là, on se retrouve en fait à ramer contre courant. On l'a fait. On recommande pas du tout cette expérience. Donc ouais, essayez de se renseigner sur le type de parcours, savoir si vous voulez un parcours avec des rapides. Dans ces cas-là, peut-être choisir des gorges, ou un parcours vraiment super tranquille à faire en famille.
dans la vallée de la Loire, là où il y a tous les châteaux. C'est quand même super chouette en famille parce que le fleuve est assez large, il n'y a pas trop de soucis, sauf autour de Saumur, où il y a énormément de bancs de sable. Et choisir aussi la distance qu'on veut faire. On estime qu'en kayak, on avance à peu près à 4 km/h, comme à pied. Donc essayer de se renseigner sur les capacités en fait qu'a chacun pour avancer. Ça sert à rien d'essayer de vouloir faire 50 km dans la journée si c'est juste pour un séjour en famille, quoi. Enfin, vaut mieux y aller tout doucement, prendre son temps, parce que surtout sur le fleuve ou sur les rivières, on voit des choses qu'on voit pas d'habitude. Enfin, on est vachement plus proche des animaux. Nous, pendant toute la traversée de la Loire, en fait, on a vu les signaux, les bébés cygnes, grandir au fur et à mesure, quoi. C'était jamais les mêmes, évidemment, mais on les a vus tout petits parce que c'était on est parti en juin. Et à la fin juin, c'était déjà des cygnes adolescents. Enfin, nous, on les considérait adolescents. Donc c'est quand même beau de voir la nature grandir comme ça. Moi, il y avait un point que je voulais voir avec toi, parce que je connais bien la Loire et certains de ses enjeux aussi d'un point de vue écologique. Et je sais que notamment par rapport au bivouac, il y a pas mal d'endroits où on peut pas forcément bivouaquer puisque c'est des zones, je pense notamment aux bancs de sable ou certaines îles. On peut pas bivouaquer parce que il y a la protection de certains oiseaux qui viennent y nicher. Comment vous avez géré cet aspect-là pour savoir un peu où vous pouviez bivouaquer et où vous n'aviez pas le droit de bivouaquer, là spécifiquement le long de la Loire? Alors, sur la Loire, il y a beaucoup de bancs de sable, comme tu dis, ou des petites îles, des îlots, où il y a des panneaux, en fait. Il y a des panneaux il y a marqué bivouac interdit. Ensuite, il faut faire preuve d'un peu de bon sens. Quand on voit des colonies de sternes au même endroit, on se dit que peut-être c'est pas le meilleur endroit où bivouaquer. Enfin, écoutez quand même, regardez la nature et que c'est pas parce qu'il n'y a pas un panneau qui dit spécifiquement zone interdite au bivouac. Enfin, si on voit qu'il y a des animaux et qu'on risque potentiellement de les déranger, on n'y va pas parce que juste parce que ça peut les stresser. Selon la période, en plus, c'est qu'il soit une période de ponte ou quand les œufs viennent d'éclore ou quoi. Sur Mapsimi, le long de la Loire, il y a des endroits en fait où il y a marqué que c'est des zones protégées et donc dans ces cas-là, on savait qu'on n'allait pas bivouaquer là, quoi. En regardant la veille, par exemple, on se dit demain, si on veut bivouaquer, il faut au moins qu'on fasse autant de kilomètres, enfin tant de kilomètres, pour être sûr de dépasser la zone, pour respecter justement l'environnement. Un voyage comme ça, comme je te disais, on est vachement proche de la nature. Après, moi, c'est une question qui me parle beaucoup. Enfin, je fais beaucoup de randonnées, je suis tout le temps dehors, en fait. Le fait de voir, par exemple, de pagayer et d'avoir des ragondins qui nagent à côté, ou d'avoir des cygnes et les voir évoluer, de voir tous les oiseaux et tout, on est quand même vachement privilégié. Enfin, on a ce rapport à la nature qu'on n'a pas forcément dans notre vie de tous les jours. Du coup, c'est naturellement, je pense, qu'on va pas aller embêter les oiseaux et qu'on va pas, même si c'est beau pour une photo, en fait, naturellement, on se dit non. Ça développe aussi une autre sensibilité à la nature et à notre rapport aux animaux. Je fais aussi ce podcast-là dans l'idée de sensibilité sur certains enjeux dont on n'a pas forcément conscience. Et je pense que la question des oiseaux sur les bancs de sable, c'est une question importante parce que toi, tu faisais peut-être attention, mais je sais qu'il y a beaucoup de kayakistes qui sont pas toujours aussi scrupuleux et qui voient pas forcément l'intérêt, c'est-à-dire qu'ils comprennent pas forcément l'interdit et les enjeux qu'il y a derrière, et du coup, ils peuvent parfois simplement, sans forcément accoster, se rapprocher trop près ou faire du bruit, etc. Et je pense que c'est toujours intéressant d'expliciter l'interdit aussi, parce que du coup, on peut être plus à même ensuite de comprendre et donc de respecter. En tout cas, c'est mon utopie. Sur le canal de Nantes à Brest, tout le long du canal, il y a les maisons de l'eau, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des écluses ou des maisons qui souvent proposent des expositions sur la faune et la flore du canal. Ça sensibilise aussi d'une autre manière, en fait. On est sur l'eau avec le kayak, donc on voit des choses qu'on ne comprend pas forcément. Enfin, on ne connaît pas forcément tous les oiseaux ni rien. Et de pouvoir s'arrêter de temps en temps et découvrir des explications justement sur la faune et la flore. Et sur les enjeux de la protection de l'environnement, c'est assez chouette, je trouve. À côté de Saumur, il y a une maison qui existe comme ça,
alors qui est plus destiné à ceux qui font la Loire à vélo parce que c'est vraiment sur l'itinéraire. Et j'imagine qu'en kayak, si tu trouves un endroit pour accoster, tu peux aussi y aller sans souci. Il y a un belvédère pour observer les oiseaux parce qu'il y a un banc de sable en face. Et il y a toute une exposition sur la faune, la flore, sur aussi les spécificités de la Loire en tant que fleuve. Donc tout l'aspect un peu hydraulique, mais l'aspect aussi culturel qu'il y a autour des usages sur la Loire. Et donc c'est vraiment effectivement assez intéressant. Et je sais aussi que sur le canal de Nantes à Brest, il y a pas mal d'anciennes maisons d'éclusiers qui ont été aussi reconverties en lieux, par exemple des cafés ou des lieux d'exposition. Enfin, ils ont trouvé un second souffle en fait. Et ça permet de faire des haltes aussi, que l'on soit à pied, à vélo ou en kayak. Vous venez d'écouter le premier épisode sur le voyage itinérant en kayak avec Céline de Voyage d'une Plume, consacré à la traversée de la Loire. Dans la seconde et dernière partie, Céline nous emmène en Corse pour nous raconter les spécificités de la navigation en kayak gonflable sur la mer, mais aussi ses rencontres plus ou moins charmantes sur l'eau et sur la terre ferme. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné aux coulisses du voyage, c'est le moment de le faire pour ne pas rater cette seconde partie. Comme d'habitude, sachez que vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram @globeblogger pour poursuivre les échanges et suivre en direct tous mes voyages et il va y en avoir pas mal prochainement. À très vite!